120% News, la suite, et nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec le rendez-vous qui va vous convaincre. 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce sera ce soir Alain Duhamel pour nous convaincre que Donald Trump a encore un avenir politique. Donald Trump qui est ce soir au Texas où il va parler immigration face à ses partisans. Avec nous aussi le chef d'entreprise Rafik Smati. Oui à un couvre-feu généralisé à 18h. Oui à tout ce qui peut permettre d'éviter le confinement total. Maude Vergnol du quotidien L'Humanité aussi. Scandalisé que le gouvernement fasse appel à des entreprises privées pour le conseiller ou aider à la mise en place de la vaccination. Et nous serons rejoints dans un court instant par Caroline Dehaze, outrée par les propos du philosophe Alain Finkielkraut sur le consentement sexuel d'un enfant de 14 ans, une affaire d'inceste. Mais faut-il l'interdire de plateau pour autant? Nous verrons quels sont ses arguments. Qui va vous convaincre? C'est parti et on commence avec vous, Alain Duhamel. Donald Trump a un avenir politique, mais il suffit d'écouter encore toute la hargne, la rage, la détermination qui animait Donald Trump tout à l'heure lorsqu'il a quitté Washington pour partir au Texas alors qu'on lui parlait de ces fameuses procédures d'empêchement. Concernant la procédure de destitution, c'est vraiment la suite de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire de notre vie politique. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Cette procédure est à l'origine d'une immense colère et c'est terrible ce que les démocrates sont en train de faire. Et vous avez 90 secondes pour nous expliquer, nous convaincre que Donald Trump a encore un avenir politique, monsieur Alain Duhamel. Top chrono. Donald Trump est odieux, Donald Trump est dangereux, mais Donald Trump n'est pas politiquement mort. Alors il est blessé de son fait. Il est blessé par ses appels à la violence, il est blessé par ses mensonges éhontés, il est blessé par sa démagogie, il est blessé par l'absence de considération qui s'attache à lui, donc au-delà de lui aux États-Unis, mais il n'est pas du tout politiquement mort. D'abord, il a obtenu un score remarquable à l'élection présidentielle. Il a nettement progressé, il a gagné des millions de suffrages, ce qui est très rare à la fin d'un mandat. Ensuite, il a une horde de militants totalement déterminés derrière lui. Et puis, on sait très bien que c'est un très grand communicateur dans un genre détestable, mais dans un genre efficace. Il intéresse, il mobilise, il attire l'attention en permanence. Et puis, malheureusement, les États-Unis sont un pays sociologiquement aussi déchiré que le nôtre. Si on ajoute à ça que le nouveau président Joe Biden est sympathique, tolérant, mais que ça n'est pas une très grande personnalité, que c'est un homme assez âgé, eh ben, on se dit que Donald Trump ne sera sans doute pas candidat la prochaine fois, ne sera sans doute pas président la prochaine fois, mais il comptera. Ah bah vous lancez la discussion, Rafik Smati. Allez-y. Je pense que Donald Trump ne sortira pas du paysage politique américain comme ça. Ça me paraît être une évidence. Il est tellement attaché à ce qu'il a fait et à une certaine idée de ce qu'il se fait de sa mission qu'il ne sortira pas du paysage. Et de lui-même. Aussi. En revanche, je n'analyserai pas tout à fait, même si je suis d'accord avec vous, je n'analyserai pas tout à fait les choses sous cet angle-là. Parce que Donald Trump, avant d'être un politique, c'est un chef d'entreprise. La politique, c'est pas son métier. C'est pas quelqu'un qui a besoin de la politique pour vivre ou pour exister. Et moi, je ne serais pas surpris, c'est un pari que je suis prêt à prendre devant vous, que Donald Trump se lance dans un pari entrepreneurial qui soit, par exemple, celui de créer son propre réseau social. On sait que Donald Trump a le sentiment d'avoir été muselé, d'avoir été boycotté. Lui qui est un homme de challenge et de pari, je prends le pari devant vous aujourd'hui qu'il va se lancer soit dans l'acquisition, soit dans la création d'un réseau social pour porter sa parole. Vous n'avez pas tort sur ce point précis, mais vous jouez un peu sur les mots. Parce qu'en réalité, s'il crée un réseau, ou s'il crée une télévision, d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, il le fait peut-être avec des objectifs financiers, mais essentiellement pour avoir un canal de communication bien sûr, à lui. Et pour être une capacité de nuisance dans le paysage politique. Donc un objectif politique. Politique, mais pas politicien. Donald Trump, ouais. Je pense qu'il faut quand même pas sous-estimer à quel point, à partir du moment du jour où il est plus président des États-Unis, en fait, sa cote de popularité va chuter. Le fait, il va avoir beaucoup moins de soutien. Enfin, quand vous avez plus le pouvoir, en fait, vous avez tendance quand même globalement à disparaître un peu des écrans radars. Donc peut-être qu'il va moins disparaître que d'autres, mais
quand même, c'est pas pareil en fait de devoir soutenir un président en poste. D'ailleurs, c'est ce que racontent la plupart des analystes, c'est que en fait, il y a toutes les personnes qui étaient contre lui dans le camp républicain ont dû arrêter de faire de la politique. À partir du moment où il est plus président, ça change quand même sacrément la donne. Non, mais je vous dis pas qu'il aura, en étant redevenu un simple citoyen, qu'il aura l'influence qu'il avait quand il était à la Maison Blanche, bien entendu. Et je ne dis même pas qu'il pourrait être de nouveau candidat. D'ailleurs, il peut être condamné. Je ne crois pas du tout à la destitution, mais ensuite, il peut parfaitement être condamné. Mais il y a deux Amériques qui sont violemment antagonistes. Il a beaucoup de militants derrière lui. Il a un pouvoir de destruction verbale, de provocation qui est unique dans son pays. Alors, ça n'arrange pas du tout l'affaire des autres républicains, et en particulier des républicains modérés. Mais il n'empêche que ce pouvoir-là, c'est un phénomène qu'on n'a jamais connu. Je veux dire, c'est une sorte de Covid politique. Tout est différent avec lui. Ouais. Moi, je ne sais pas si Donald Trump, sa personne, a encore un avenir politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Trumpisme a encore de beaux jours devant lui. Et donc, vous voyez bien que... Oui, c'est largement ce que je voulais dire. Bien sûr. Et sa capacité de nuisance, même dans les 2 semaines qui lui restent. Vous voyez bien, ce qui est intéressant, c'est le nombre de pots de banane qu'il est en train de glisser à l'encontre de son prédécesseur, que ce soit sur l'environnement, la scène diplomatique, sur les GAFAM, etc. Donc, il est quand même en train d'avoir une capacité de nuisance extrême. Il faut se souvenir aussi que le nerf de la guerre dans la vie politique américaine, c'est l'argent. Donald Trump, avec sa levée de fonds, il ne l'a pas du tout encore utilisé et il a des millions à sa disposition. Il tient les cordons de la bourse, ce qui est extrêmement structurant dans la vie politique américaine, ce qui explique en partie la crise démocratique, dont le Capitole n'a été qu'une étincelle, on va dire. Il n'est pas dû qu'à Trump. Et donc, quand on tient les cordons de la bourse, effectivement, vous l'évoquiez, il y a la possibilité de créer sa propre chaîne d'information, son propre réseau social. Et pourquoi pas, c'est en tout cas ce qu'espéreraient les démocrates, une scission du Parti républicain pour en tout cas affaiblir, si ce n'est idéologiquement, en tout cas électoralement, le camp républicain. Donc la capacité de nuisance de Trump va être absolument énorme. Et puis après, vous le disiez, on est face à une société qui est extrêmement polarisée. La violence qu'il a fait sortir dans la rue, qui n'est qu'un révélateur de ce qu'on appelle, ce qui se donnait un exemple de démocratie aux États-Unis, qui est en fait en véritable crise. Et alors le populisme au sens descriptif est une très vieille tradition politique américaine. Ce n'est pas Donald Trump qui l'a inventé. Il l'a incarné comme personne ne l'a incarné, disons, depuis le début du XXe siècle. Avant, il y a eu quelques précédents célèbres. Mais enfin, personne avec ses moyens, personne avec son style. Et c'est un provocateur, mais c'est un provocateur incroyablement efficace. C'est quelqu'un qui, quand il est dans un cénacle politique quelconque, est capable de polariser l'attention et non pas d'imposer son point de vue, mais d'être celui qu'on écoute le plus. Et ce genre de caractère, c'est dangereux dans une société américaine qui est beaucoup plus fragile que la représentation des États-Unis qu'on a en général, et dont il est, je crois aujourd'hui, mais aussi pour la suite, un déséquilibre permanent. C'est un déséquilibre. Puis surtout, il y a eu que 4 ans. Il y a eu que 4 ans. En 4 ans, il a détruit quand même énormément de choses. Et là, ils ont que 4 ans, en fait, pour reconstruire. Et même 2 ans avec les... 4 ans pour reconstruire et 4 ans pour rebondir. Parce que c'est ça ce que dit Alain, c'est que les 4 ans, il va rebondir, Donald Trump. Mais c'est un acteur, Donald Trump. Et à force de vouloir faire le même numéro, vous pouvez fatiguer la foule aussi. Si c'est pour ressortir les mêmes gimmicks, les mêmes outrances, les mêmes outrages, Alain Duhamel, je pense que les Américains et même ses partisans, hormis peut-être le noyau dur, vont rapidement fatiguer en disant « Ah ben ça y est, il refait encore son numéro, Donald Trump. C'est bon, passons à autre chose. » Je crois que vous vous trompez, ce qui est très rare de votre part. Mais il va rebondir sur les initiatives de son successeur. Joe Biden va essayer de prendre le contre-pied de ce qu'avait fait Trump. Il fera aussi des erreurs. Il n'a pas un charisme formidable. Il n'est pas tout seul quand même. Oui, non. Il est entouré, notamment de femmes qui ont du charisme. Il est même très bien entouré. Il y a une excellente vice-présidente. Mais
c'est lui qui va d'abord être en tête. Et je pense que Trump va se ruer sur chacune des initiatives. Il n'y aura plus la nouveauté avec Donald Trump. Il y aura les nouveaux sujets. Et je peux imaginer déjà ce qu'il va dire sur l'extrême gauche est au pouvoir, le libéralisme est en train de mettre les États-Unis par terre, on abandonne les forces armées, les États-Unis renoncent à leur rôle international, ce pays s'effondre. Il y a une limite à votre raisonnement, et Caroline Dehaas a eu raison de le dire, c'est que je pense que c'est un raisonnement. Je pense que vous raisonnez à périmètre constant, c'est-à-dire sur la base de ce qu'est et ce que représente Donald Trump aujourd'hui. Au sein des Républicains, ça bouge. Vous avez vu l'intervention de Arnold Schwarzenegger, par exemple, qui s'est très nettement démarqué de Donald Trump. Vous allez avoir au sein des Républicains une nouvelle génération qui va arriver au pouvoir, qui sera peut-être sur des problématiques, sur des thématiques qui seront comparables à celles de Donald Trump. Et puis il peut y avoir des surprises côté démocrate. Vous pouvez demain avoir Madame la Présidente Kamala Harris qui va renverser la table. Donc voyons les choses en dynamique. Et en dynamique, je ne serai pas aussi sûr que vous. Il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que par rapport au bilan qu'il a, Donald Trump, c'est un échec quand même, somme toute, relatif. Il faut se souvenir, qu'il a recueilli 74 millions de voix, c'est-à-dire plus que certains de ses prédécesseurs qui ont été élus. Il a gagné plusieurs millions de voix par rapport à son score d'élection. Voilà. Donc son socle électoral est loin d'être abîmé. C'est pour ça que c'est pas du tout une déroute. Exactement. C'est un échec sur lequel il peut parfaitement rebondir. Mais la question, c'est, il y a les idées qui sont là, qui ont infusé auprès des Américains, d'une partie des Américains et des Républicains, si vous voulez, les thèmes. Après, c'est ce que vous dites, c'est Trump peut rebondir. C'est-à-dire la personnalisation. L'homme, celui qui a été avec ses outrances à la Maison-Blanche pendant 4 ans, garde-t-il un avenir ? Peut-il se reconstruire une personnalité? Peut-il se reconstruire un parcours de leader et de reconquérant ou de reconquête de la Maison-Blanche? C'est là où c'est peut-être plus difficile pour lui. Moi, je crois que ça sera... Parce que le film a déjà été joué. Depuis le début, je dis que je ne pense pas qu'il sera le prochain candidat à la prochaine élection. Mais je pense que ça va être un poids lourd constant de la vie politique américaine et qu'il va faire des dégâts. Et je pense que les dégâts qu'il a fait là pendant 4 ans, en fait, les Américains, ils vont les payer pendant des années et des années. C'est-à-dire qu'il a transformé la façon de penser du pays, la façon de faire de la politique du pays en négatif. Et ça va peser, en fait. Et donc, moi, je suis pas tant inquiète en fait sur Trump en tant que personnalité que sur ce qu'il a généré par ailleurs comme engagement derrière lui. C'est-à-dire que ces millions de personnes qui ont voté pour lui, il y a des centaines sans doute de personnes, voire des milliers de personnes qui vont s'engager au Parti républicain, qui vont prendre des responsabilités et qui vont constituer une forme de génération Trump et qui vont prendre le pouvoir sur ses idées. Vous ne dites pas des choses tellement différentes de ce que je dis ou en tout cas de ce que je pense. Mais cela dit, Alain Marchal, il continuera d'exister comme il a existé avant la politique. Souvenez-vous quand il crevait l'écran d'une émission de télé-réalité. C'était sa manière de peser dans le débat public. Il faisait moins de dégâts quand même. Certes, mais Donald Trump continuera d'exister dans le débat public. Il continuera d'exister dans le débat public. Il se fera entendre. Il dérangera. Il fera le débat. Mais très honnêtement, je pense que l'avenir de la vie politique américaine se jouera. Mais moi, je pense que ça va être un facteur de dérèglement permanent, non seulement de la vie politique américaine, mais de la société américaine et au-delà, qui continuera à être un trublion international. Grande démocratie. Sur quoi il prospère, Donald Trump, et sur quoi prospèrent ses idées? C'est en gros le déclassement d'une grande partie de la population états-unienne. Or, en face, l'influence politique de Trump va aussi se mesurer à la façon dont les espoirs qui sont nés avec l'élection de Biden, qui n'est pas un grand révolutionnaire. Comme vous le savez, les démocrates auraient pu choisir un candidat qui soit un peu plus à gauche et un peu plus ambitieux, notamment en matière de redistribution des richesses. Ça se discute. On va pas refaire l'histoire. En tout cas, le risque, c'est qu'effectivement, Donald Trump puisse prospérer sur une déception qui sera engendrée par des politiques qui ne soient pas suffisamment ambitieuses de la part de Biden. C'est le moment de vous demander de résumer et de dire ce que vous avez pensé de ce soir, la proposition d'Alain Duhamel. On y va pour le verdict ou le jugement, c'est comme vous voulez. C'est pas les assises, c'est pas un tribunal correctionnel.
Maud Vergnol, Donald Trump peut rebondir, convaincu par ce que dit Alain Duhamel ou pas? Ça ne m'arrivera peut-être pas très souvent, mais je suis assez convaincu par vos arguments à ce sujet. Oui, rebondir dans le sens où il continuera à exister, mais pas dans le sens où il redeviendra président, oui. Ah ben ça, je n'avais pas dit ça. Absolument. Donc, Caroline de Haas. Eh ben, je suis assez d'accord. Et je pense que le plus dangereux, c'est pas que Trump rebondisse, mais c'est que des millions de personnes rebondissent avec lui et continuent à défendre ses idées. Rafik Smati, chef d'entreprise, conseil de défense demain, prise de parole du Premier ministre jeudi. Vous aurez compris que l'on en arrive au Covid. Hypothèse probable, hypothèse de travail, un couvre-feu à 18h partout en France. D'ailleurs, les élus de l'AREM commencent à défendre cette idée. Le couvre-feu à 18h, c'est une des solutions. Il faut la tester pour voir si ça marche et si ça a des effets. Et auquel cas, ça nous éviterait quand même d'avoir un confinement général, ce que depuis le mois de septembre, on veut éviter absolument. Et c'est pour ça qu'on met en place plusieurs mesures et procédures pour éviter ce confinement total qui, si on doit le faire, on le fera pour protéger les Français parce que c'est notre priorité, mais qui serait quand même au niveau économique, franchement, assez dramatique. Donc tout ce qui peut être fait pour l'éviter, tout en protégeant la santé des Français, doit être testé et doit être tenté. Couvre-feu à 18h, vous dites oui, à vous de nous convaincre, c'est la bonne idée, Rafik Smati. Il faut absolument éviter un troisième confinement. Et je vais vous dire, moi je comprends que les Français, pour certains d'entre eux, ont un doute sur la pertinence d'un couvre-feu qui serait ramené à 18h. Je comprends qu'on puisse y voir une mesure liberticide, je comprends qu'on puisse y voir de l'improvisation parce que derrière ça, il n'y a pas de stratégie. Et les Français ne voient pas de stratégie. Quand on voit par exemple l'exemple israélien, où vous avez une véritable stratégie, dans 2 mois, dans 3 mois, toute la population israélienne sera vaccinée. Et pourtant, en Israël, vous avez des mesures restrictives qui sont supérieures à celles que nous connaissons chez nous en France. Mais les Israéliens l'acceptent. Et ils l'acceptent pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait une stratégie. Ils ont compris qu'il y avait une lumière au bout du tunnel et que dans 2 mois, dans 3 mois, ils revivraient. Alors oui, je pense qu'il faut absolument éviter un troisième confinement et donc basculer le plus vite possible sur un couvre-feu à 18h. Parce que notre pays ne se remettrait pas d'un troisième confinement. Nos étudiants, nos entreprises, nos PME, nos commerçants, ce sont les soldes dans 2 semaines. Les commerçants préféreront toujours fermer 1 ou 2 heures plus tôt plutôt que de renoncer à 2 mois d'ouverture, voire pire, mettre la clé sous la porte. Mais tout cela sous-tend une véritable stratégie et une véritable visibilité, notamment en matière vaccinale. Une stratégie beaucoup plus offensive que celle qui fonctionne aujourd'hui, que celle qui est en œuvre. Les Français ont besoin, pour accepter les mesures qui vont leur être présentées, les Français ont besoin d'avoir la certitude que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, on sortira de l'impasse, on pourra aller au restaurant, on pourra embrasser nos proches et on pourra refaire la fête et regarder l'avenir. C'est terminé avant la fin du décompte. Alors, il dit oui, confinement à 18h. Qu'est-ce que vous pensez des arguments de Rafik Smati? Moi, je suis hyper impressionnée par les gens qui savent quoi dire là-dessus, parce que en fait, même les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, personne aujourd'hui n'a de données scientifiques précises pour dire qu'un confinement à 18h par rapport à un confinement à 20h, ça fait bouger les choses. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose qui m'ennuie beaucoup dans ce que vous avez dit, c'est que vous dites que le pays se relèvera pas d'un troisième confinement. Enfin, je veux dire, quand même, attention, on s'est relevé de catastrophes beaucoup plus graves qu'un confinement. Donc, je sais qu'un confinement, c'est dur, je sais qu'un confinement, ça peut être économiquement très difficile pour le pays. Mais enfin, on va s'en relever. D'ailleurs, on n'est pas à terre, en fait. Vous voyez, les gens, ils continuent à vivre, ils continuent à travailler. Il y a des enfants qui continuent à aller à l'école et on continue à avancer. Bon, donc moi, je fais attention à ces prises de position qui disent il faut faire ci, il faut faire ça, parce que le sentiment que j'ai, c'est que même les experts les plus pointus sur le sujet, en fait, ne savent pas. Et moi, j'ai plutôt confiance dans les gens qui disent que justement, on n'a pas les données pour savoir. Oui, mais sauf que si vous me permettez, oui, certes, on n'a pas les données, mais ne pas avoir les données n'est pas une raison pour ne rien faire. Tenez, regardez, une image, priorité au direct. On va pouvoir commenter d'ailleurs ensemble, puisqu'on parlait de lui il y a quelques minutes, et quand je dis lui avec un L majuscule, c'est le président des États-Unis. Il l'est encore pour 8 jours. Hein. C'est Donald Trump qui est en train d'arriver au Texas. C'est pas un hasard s'il est au Texas. C'est sa 16e ou 18e visite au Texas, Donald Trump, où il va s'adresser à ses partisans et il va se rendre là où on a construit le mur de séparation, qui est loin d'être terminé d'ailleurs, entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher les migrants mexicains d'arriver. Voilà l'image, Donald Trump face à quelques-uns de ses partisans. C'est une poignée à proximité de là, sur le tarmac de l'aéroport. Mais ils sont nombreux au Texas, ces partisans. C'était l'État républicain par excellence. Donc cette image de Donald Trump
dont Alain Duhamel nous disait il y a quelques instants qu'il a sûrement encore un avenir politique. Ça, malheureusement. Oui, peut-être, mais l'immigration, pardon, restons quand même, désolé d'avoir coupé un peu le raisonnement de notre ami Rafik Smati en ce qui concerne le couvre-feu à 18h, mais l'immigration, ça a été le sujet qui a fait élire aussi Donald Trump. Le retour des emplois aux États-Unis et l'immigration en terminé avec notamment ce qu'il appelait à l'époque, je crois, les assassins, les violeurs, les voyous qui venaient du Mexique. C'était la thèse de Donald Trump qu'il défendait lorsqu'il était en campagne. Donc ce sera le fil rouge de notre soirée. Revenons maintenant à ce couvre-feu à 18h. On s'en relèvera. Et le confinement, on s'en relèvera aussi, ce que dit Caroline Das. Mais Rafik Smati, lui, maintient qu'il faut impérativement, maintenant, rapidement, passer au couvre-feu à 18h. Parce que ce que je veux vous dire, effectivement, je n'ai pas la science infuse. Je suis pragmatique, je vois ce qui marche. Les Israéliens, dans 2 mois, ils revivront, le pays sera ouvert, tout sera ouvert. Ils ne se poseront plus la question de savoir s'il faut ouvrir les salles de spectacle ou pas. Ils ne se poseront plus la question de savoir s'ils peuvent attirer des touristes ou pas. Ils fonctionneront normalement. Et vous dites que le pays n'est pas à terre et qu'on ne s'en remettra pas. Alors tout dépend de où vous mettez le curseur. Je rappelle qu'il y a une semaine, vous mentionnez vous-même, à raison, la situation de nos jeunes aujourd'hui qui sont dans le désespoir. Donc vous avez la situation des jeunes, vous avez la situation de nos commerçants, de nos petits patrons, de nos restaurateurs, dont une grande partie vont déposer le bilan. C'est une catastrophe, c'est un cataclysme. Alors certes, c'est moins grave qu'une guerre. Certes, mais les mois qui sont devant nous vont être extrêmement difficiles. Et plus nous prendrons des décisions majeures, et plus il y aura un cap et une stratégie, à l'instar de ce qui est fait dans d'autres pays, plus nous aurons une chance de sortir dans les gagnants de cette bataille. À ce moment-là, pourquoi ne pas confiner comme les autres pays qui le font? Pourquoi ne pas refermer les écoles? Il faut l'éviter au maximum. Les écoles fermées, c'est un massacre éducatif. Je ne sais pas si ça permettra de l'éviter, en fait. Eh ben, il faut se donner les moyens au maximum de l'éviter. Alain Duhamel, couvre-feu à 18h, je dis oui, dit Rafik Smati, et vous? Alors, je suis pour le couvre-feu à 18h. En espérant que ça marchera, je crains que ça ne soit pas suffisant et qu'il faille rapidement après confiner. À regret, bien entendu. Je suis moins convaincu par les arguments que vous avancez. D'abord, je pense que la transposition France-Israël, c'est pas la même société, ce sont pas les mêmes contraintes, ce n'est pas le même fonctionnement. Mais ça marche. C'est 10 fois moins d'habitants. Attendez, ça marche. Je dis pas que ça ne marche pas et je me réjouis que ça marche. Bon, mais Israël peut demander à ses citoyens, je ne crois pas que vous me direz le contraire, Israël peut demander à ses citoyens ce qu'en France, on ne peut pas demander aux citoyens, c'est-à-dire d'être prêt à des efforts extraordinaires en permanence, en ayant un sentiment de vulnérabilité et en même temps de fierté. Dans ces cas-là, ça ne se transpose pas en France. En France, on tient à son initiative individuelle, on tient au droit de pouvoir choisir son mode de vie en permanence, on tient à la nécessité primordiale d'être critique et quelquefois destructeur avec quelque pouvoir que ce soit, de gauche, de droite, d'en haut ou d'en bas. Ce sont deux sociétés vraiment différentes. Donc je crois pas que ce soit une bonne analogie. Mais prenez le Royaume-Uni, si vous voulez. Ou même l'Italie. En revanche, l'idée, alors vous avez tout à fait raison quand vous dites que ce qui nous menace et ce qui existe déjà, c'est très dangereux pour les jeunes, on est tous d'accord là-dessus, c'est très dangereux pour les commerçants, etc. On sait très bien maintenant quelles sont les professions qui sont le plus touchées, personne ne vous dira de bonne foi le contraire. Vous avez oublié les personnes âgées, mais c'est normal, vous êtes encore jeune, mais c'est très dur aussi pour les personnes très âgées. Et le sentiment d'isolement, de solitude, de désocialisation, etc. Tout ça est vrai. Mais aucun gouvernement en Europe ne peut savoir 3 ou 4 mois à l'avance ce que sera la situation et ce qu'il sera en mesure de faire à ce moment-là. Et quand on dit il faut pouvoir dire aux Français que dans 4 mois, non. On ne peut pas dire aux Français dans 4 mois. Parce que ça dépendra... Mais vous dites que nous soyons les derniers de l'Union européenne en termes de déploiement du vaccin ? On ne l'est pas. On n'est pas les derniers. Donc, sur le vaccin, quand même. Mais sur le Attendez. Sur le vaccin, je finis. Sur le vaccin, je me rappelle quand même qu'il y a seulement 10 jours, c'est pas vieux 10 jours, vous aviez toute la classe politique et une bonne partie des commentateurs qui disaient « on est lamentable, on est déshonoré, on n'y arrivera pas, 1 million d'injections avant la fin du mois, c'est impossible ». Et aujourd'hui, on dit non pas on en est sûr et on y arrive, mais on dit c'est possible. 10 jours après,
couvre-feu à 18h, oui pour Rafik Smati et pour vous, Maud Vergnol. Et moi, je crois que oui aussi. C'est-à-dire que vous avez raison de rappeler, par exemple, Caroline Dehaze, que nous ne sommes pas des scientifiques. Nous, on observe la vie politique et les choix qui sont faits. On lit aussi beaucoup les productions scientifiques dans la période. Et on sait que, quand même, là, dans le moment où on est dans une course contre la montre, contre ce virus, dont on sait que le variant anglais, en fait, il va nous faire plonger dans une autre pandémie. Parce qu'il est beaucoup plus contagieux et donc parce qu'il risque, faute de lits d'hôpitaux, il faut toujours le rappeler, d'encombrer les urgences et malheureusement de faire encore plus de victimes. Là où je pense que la question mérite de poser, c'est pas sur nos compétences scientifiques, parce que nous n'en avons pas. En revanche, c'est sur les comparaisons, en effet, avec ce que même le gouvernement français a pu faire précédemment. C'est-à-dire que, quand même, au vu des chiffres et de l'évolution de l'épidémie, on a du mal à envisager par quel miracle on échapperait à une nouvelle saturation des lits des urgences. À partir de là, on sait que les outils dorénavant à disposition du pouvoir politique, ils ne sont pas très nombreux. Effectivement, il y a le confinement généralisé et il y a en fait ils ne l'appellent pas comme ça pour des raisons politiques, mais qui est en fait un confinement plus light, comme on a connu au mois d'octobre, c'est-à-dire on ne ferme pas les écoles, mais on procède à un couvre-feu. Effectivement, souvent, c'est là, a priori, ce sera à 18h et le week-end. Moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, personne ne dit, Monsieur Duhamel, que les décisions sont faciles à prendre dans la période. On sait très bien... certains ont l'air de le croire. Non, personne ne le croit. On sait très bien que entre sauver des vies et puis éviter le chaos social et humain qui s'annonce si les confinements se régénéralisent, c'est un choix qui est très compliqué et il faut prendre toutes ces dimensions en compte. Et effectivement, moi je pense par exemple, a priori, si les enfants ne sont pas plus contagieux qu'ils ne l'étaient, je pense que c'est une bonne idée de ne pas fermer les écoles parce que c'est ravageur pour les enfants, pour leur avenir, etc. Donc, moi on me dit... couvre-feu 18h, je me dis, si ça peut nous éviter de rentrer dans un confinement plus strict, si ça peut nous éviter des morts, si ça peut éviter des lits d'hôpitaux, des hôpitaux saturés, avec des soignants qui sont déjà fatigués et qui n'ont pas été revalorisés, contrairement à ce qui avait été promis, je dis pourquoi pas. Le problème, et c'est là où je pense qu'on a le droit, même si on n'est pas scientifique, de s'interroger, c'est sur la rapidité de la prise de décision pour faire en sorte que ça ait un effet et que ce ne soit pas la double peine. Rafik Smati, c'était votre idée que vous défendiez, couvre-feu à 18h. Rappelons que nous sommes dans une course contre la montre et que nous sommes en compétition avec les autres pays du monde, que nous sommes malgré tout au bout du monde. On n'est pas en compétition. Je vais vous le dire, nous sommes la première puissance touristique du monde. Eh bien, si nous ne sommes pas au rendez-vous de la vaccination, nous en France, et que les Italiens et que les Espagnols se seront vaccinés, eh bien vous aurez des touristes qui iront en Italie, qui iront en Espagne. Allez dire ça à nos restaurateurs qui sont fermés maintenant depuis plusieurs mois. Alors, c'était l'idée défendue par Rafik Smati. Couvre-feu à 18h, il dit oui. On va voir ce que vous dites, vous. Est-ce qu'il vous a convaincu, Rafik Smati, Caroline Dehaze? Alors, je ne suis pas contre le couvre-feu à 18h, mais les arguments ne m'ont pas du tout convaincu. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment qu'on fait ça pour faire quelque chose de la part du gouvernement. Et là où je suis convaincu par Rafik Smati, c'est que j'ai l'impression qu'il manque une stratégie, comme on peut avoir dans d'autres pays. Et c'est mon point. Alain Duhamel. Alors moi, je ne suis pas d'accord du tout sur l'idée que nous, on n'a pas de stratégie et que les autres pays ont une stratégie. Je pense que tous les gouvernements tâtonnent, tous les gouvernements expérimentent. Mais le couvre-feu à 18h, c'est le couvre-feu à 18h, parce que c'était ça l'idée défendue? Alors, non, mais je complétais ce qui venait d'être dit quand même, c'était mon droit. Sanctionner Rafik Smati ou pas? Sur l'idée du confinement à 18h, je suis évidemment d'accord, et avec des arguments, je suis désolé d'être d'accord avec vous, ça ne sera pas chaque fois, mais avec des arguments très comparables avec ceux qu'on a entendus. Alors, Maud Vergnol, vous avez dit oui aussi, couvre-feu à 18h. Oui, ça peut éviter un confinement généralisé, oui. C'est ça l'essentiel ce soir. Caroline Dehaze parlait de liberté d'expression avec Alain Finkielkraut, qui était l'invité de l'émission LCI hier lundi chez nos confrères. Il est revenu sur l'affaire d'inceste avec Olivier Duhamel, qui est impliqué selon un livre qui est écrit par Camille Kouchner. Il a expliqué que la justice recherche le cas dans sa singularité. Y a-t-il eu consentement? À quel âge ça a commencé? Y a-t-il eu, non, une forme de réciprocité? Et ce soir, ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut être choqué par les propos, surtout lorsqu'il dit on parle d'un adolescent, c'est pas la même chose que si c'était un enfant. Il parle du consentement. On peut être choqué, scandalisé par les propos, mais il faut laisser les gens s'exprimer.
Alors ouais, je suis assez minoritaire en fait dans les mouvements féministes sur cette question-là, parce que moi je pense qu'on devrait pouvoir tout dire. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de limite à la liberté d'expression. Pourtant, ce qu'a dit Alain Finkielkraut hier, c'est hyper grave. D'accord ? Il réagissait en effet au livre de Camille Kouchner, qui a eu un courage absolument inouï, dans lequel elle a témoigné de l'inceste subi par son frère jumeau de la part de leur beau-père. Et ce livre, il a déclenché des vagues de prise de parole. Il aura un impact très important dans la société. Et le livre de Camille Kouchner, il a un impact dans la société. Les propos d'Alain Finkielkraut, ils ont un impact dans la société. Lorsqu'on banalise à ce point le viol, quand on ment à la télévision, puisqu'il a quand même expliqué que c'était pas forcément interdit d'avoir un rapport sexuel avec un jeune de moins de 15 ans, ce qui est faux factuellement du point de vue de la loi, en fait, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les victimes, parce que ça fait mal, ça fait culpabiliser. Ça a des conséquences sur les auteurs de violences, parce que ça donne en fait une forme d'autorisation à continuer. Et ça a une conséquence sur l'ensemble de la société. Donc ces mots, ils font mal, et ces mots, ils ont des conséquences. Là où par contre, on a des débats sans fin avec plein de militantes féministes, c'est est-ce qu'il faut les interdire ? Et moi, je pense que la loi, elle ne doit pas interdire des propos. Elle ne doit pas interdire des propos. Les propos comme ceux d'Alain Finkielkraut, on doit les combattre par les idées, on doit les combattre politiquement, stratégiquement, ou alors on doit s'organiser. Et je pense que ce qui est en train de se passer, pour que des gens comme Alain Finkielkraut deviennent tellement ringards, tellement has-been, tellement en décalage avec la société, que plus personne les invite sur les plateaux télé. Et donc, quand Alain Finkielkraut ou d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, banalisent le viol à la télévision, ça a des conséquences sur la société. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire ? Oui. Est-ce qu'on devrait aussi avoir le droit de leur dire très souvent de se taire ? Je pense aussi. Ils doivent pouvoir le dire, ils doivent pouvoir tout dire, d'accord avec ça ou pas, Maud Vergnol ? Ça dépend de quoi on parle, parce qu'il y a quand même la liberté d'expression aussi, elle a les limites quand ça tombe sous le coup de la loi. On pourrait citer l'exemple, ça m'embête de parler de lui, mais enfin d'Éric Zemmour, qui fait des ravages à la télévision tous les jours, qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Quand ses propos tombent sous le coup de la loi, oui, ça pose un problème que la télévision le laisse le champ libre dans une espèce de vase d'extrême droite qui nourrit quand même un climat absolument nauséabond qui est en train de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite. Donc il y a ça. Après, là où je pense que Caroline Dehaze voulait dire, c'est-à-dire que plutôt, là, dans le cas d'LCI précisément, l'invitation était un peu pousse au crime quand même. Enfin, je veux dire, on invite M. Finkielkraut, qui est quand même un récidiviste de ce type. Et là, il vient d'être évincé d'LCI, d'ailleurs. Voilà, qui est quand même un récidiviste de ce type de propos extrêmement dangereux. Et donc, quand même, en gros, son fonds de commerce, Alain Finkielkraut, c'est expliquer que les bourreaux sont les victimes, avec ce qu'il appelle sa société victimaire, son espèce de concept abject pour justifier tout et n'importe quoi, notamment le racisme qu'il propage à longueur de temps. Donc l'invité, on est à peu près sûr qu'il va y avoir moi j'estime que c'est pas un dérapage, mais qu'il va y avoir un propos de cette nature-là. Oui, ou alors il en a fait beaucoup en tout cas. Voilà, ou alors il en a fait énormément. Au bout de 3, 4, 10 dérapages, c'est plus des dérapages. Voilà. En fait. Ce qui pose quand même problème, c'est à chaque fois qu'il s'agisse de M. Finkielkraut ou d'autres, c'est la contradiction qui est en face. Vous trouverez toujours, même s'ils sont surreprésentés dans les médias, ce qui est un vrai problème, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui tiennent des propos qu'on peut estimer dangereux. Et effectivement, là, c'est la liberté d'expression. Et là où je trouve que Caroline Dehaze a raison, c'est que c'est par le débat et par la contradiction et par l'avancée d'arguments contraires qu'on va un petit peu les effacer du débat public et leur donner peut-être un petit peu moins d'importance qu'ils n'en ont aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, moi je mets en garde contre cette espèce de surenchère à l'extrême droite aujourd'hui dans certaines chaînes d'information. De droite, oui, c'est ça. Voilà, qui, à mon avis, prépare le terrain au pire. Et après, on ne pourra pas se plaindre. Pouvoir tout dire ou pas ? Rafik Smati. Ce que défend Caroline Dehaze. C'est un débat très intéressant. Caroline Dehaze va au bout de la fameuse formule qui est prêtée à Voltaire, qui consiste à dire que finalement, vous êtes prêt à défendre la personne qui pense le contraire de vous, à condition qu'elle ait l'occasion de s'exprimer. Voltaire disait même prêt à mourir pour ça. Voilà, exactement. Je crois qu'il faut voir ce qu'est une opinion. Il faut voir ce qu'est une opinion. Il faut analyser précisément ce qu'est une opinion. On peut critiquer, et c'est tout le sens de la liberté d'expression. On peut critiquer dans notre pays, et c'est bien ainsi une opinion. On peut critiquer une opinion politique, on peut critiquer des idées politiques, on peut même critiquer des religions. C'est en France, et c'est très bien que cela puisse se faire sur tous les plateaux et dans tous les médias. Ça s'appelle la liberté. Mais la question qui peut se poser, quand il s'agit d'incitation à la haine ou quand on flirte avec
avec un cautionnement d'actes qui ne sont pas très propres, voire criminels. C'est de l'inceste dont il s'agit. On peut se demander si là on est sur du registre de l'opinion. Moi je ne crois pas. Moi je crois que précisément dans ce cas-là, on n'est pas sur le registre de l'opinion, donc la ligne a été sans doute franchie. On est sur une quel liberté registre d'expression sans réserve. C'est pas illégal. Opinion. En fait. Quand Jean-Marie Bigard mime un viol en direct à la télévision, un viol par un médecin, en rigolant, en faisant une blague, c'est d'une violence inouïe. Ça n'est pas illégal en fait. Et donc moi ce que je dis simplement, c'est que là l'outil principal dont on devrait se saisir, ça n'est pas la loi, ça n'est pas en encadrant par la loi qu'on va faire reculer ce type de propos. Ce n'est pas parce que Alain Finkielkraut sera interdit qu'il ne sera plus à l'antenne. La preuve avec Éric Zemmour. Éric Zemmour dit des trucs interdits, il reste à l'antenne. Donc c'est pas le problème, c'est pas la loi là. Mais à chaque fois que c'est la tolérance de la société, la tolérance des médias qui les invitent. Il a été condamné. À chaque fois qu'il est sorti du cadre, il a été condamné. Mais regardez. Il est toujours. Donc c'est pas la loi là pour moi l'outil principal. Ce que je veux simplement dire, c'est que pour moi la loi ici n'est pas l'outil principal. Une opinion, Éric Zemmour. Non, mais il y a une opinion et il y a un délit. L'incitation à la haine raciale, c'est un délit. C'est un délit. On est d'accord. Il doit être puni pour ça. Alain Duhamel. Alain Finkielkraut, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a écrit des textes magnifiques, qui a une culture enviable, qui a dérivé au fil des années vers des positions qui n'étaient pas les siennes du tout au départ. On peut même dire qu'il est parti de l'extrême gauche pour se rapprocher à la fin de sa vie de l'extrême droite. C'est quelqu'un dont les propos sont dérangeants pour une partie de l'opinion et sont au contraire exaltants pour une autre partie de l'opinion. Pas ses propos sur l'inceste. Non, je veux parler de lui en général. Okay. Non, mais je pense qu'il n'y avait pas d'équivoque. Ou alors je me suis très mal exprimé. Okay. Ce qui n'est pas votre genre. J'essaye d'éviter ça, en tout cas. Je pense, moi aussi, qu'il est naturel qu'il puisse continuer à s'exprimer. Là, je crois pas, il a été évincé. Oui, mais il continuera à écrire, il continuera à publier, on n'est pas trop inspiré, il continuera à faire des chroniques ici ou là, bien entendu. Et je trouve ça normal. Mais tout dépend des répliques. D'abord des répliques sur le champ. Je pense que quand on entend quelqu'un dire ce qu'il a dit, à ce moment-là, il faut sauter sur sa chaise. Il ne faut pas faire une phrase. Il faut réellement l'invectiver. Il faut lui répondre avec la fermeté dont lui-même a fait preuve pour soutenir ce qui est insoutenable. Bon, donc il faut le faire sur le champ. Et puis, il faut en permanence être capable d'argumenter contre lui, d'expliquer pourquoi il a tort. Comme en plus c'est quelqu'un qui ne refuse pas les débats contradictoires, c'est quelque chose qui est de l'ordre du réel. Et en revanche, si on disait, mais du moment qu'il défend ces idées-là, on doit absolument l'empêcher de parler, le bâillonner, il est évident d'abord que les effets seraient détestables. Ensuite, ça ne correspond pas à la culture française. Mais, vous dites, on doit pouvoir tout dire, mais il ne faut pas le réinviter. Donc il y a quand même une contradiction là, Caroline Dehaas. La question, c'est est-ce que c'est interdit par la loi ? Moi, je pense qu'on ne devrait rien interdire. Moi, je vais même plus loin que les lois actuelles. Moi, ma position à moi, c'est qu'on ne devrait rien interdire de dire, voilà, dans l'espace public. Mais en revanche, de faire. Mais par contre, je pense qu'il y a une responsabilité politique, citoyenne, sociale, de toutes les personnes qui invitent ces personnes-là. C'est-à-dire que, imaginez, demain, il y a quelqu'un qui émerge dans l'espace public et qui développe des thèses complotistes ultra dangereuses. On a eu Dieudonné. Dieudonné, il a été banni quand même de l'espace Je ne suis pas sûre que vous l'inviteriez sur vos plateaux. Parce que vous voyez bien que c'est dangereux pour la société, ce type de thèse qui soit développé sur les plateaux télé. Donc on ne peut pas tout dire. Donc on ne peut pas tout dire. Moi, ma position, c'est qu'on devrait pouvoir tout dire. Par contre, on devrait choisir, lorsqu'on est un média, qui on invite. Parce qu'on a une responsabilité en matière de conséquences sur la société. Et quand on invite un homme qui a déjà, et j'en ai fait les frais à plusieurs reprises, banalisé le viol, banalisé la pédocriminalité, une semaine où il y a un livre d'un courage inouï qui sort sur ce sujet, on sait qu'il va merder, on sait qu'il va dire des trucs qui vont heurter les victimes, on sait qu'il va dire des trucs qui vont banaliser les violences. Et on décommande pour une semaine. On dit Alain la semaine prochaine. Bon, ou alors voire même on l'invite plus. Bon, pourquoi pas, c'est pas très grave. Il y a plein d'autres gens qui peuvent parler à la télévision de manière très intéressante, vous voyez. Et donc c'est pour moi plus la question de la responsabilité politique que la question du droit. On va voir si vous avez convaincu vos trois partenaires de table. Après les propos de Finkielkraut, on doit pouvoir tout dire. Oui, non, convaincu ou pas?
Maud En Vergniol. partie. Après, moi, je pense il que faut c'est oui ou bien non. que les... Vous pouvez dire non, non pour Maud Vergniol. Rafik Smati. Je comprends l'idée de fond de Caroline et je suis d'accord avec son idée de fond. Mais quand on voit ce qui a été dit, non, je ne peux pas cautionner. Alain Duhamel. Moi, je pense qu'on peut tout dire, même si ça a des inconvénients, mais on peut tout dire. On doit avoir le droit de s'exprimer, mais que la réplique est essentielle dans cette affaire. Et le pire des choses, c'est quand quelqu'un dit tout et au-delà de tout, et qu'il n'y a pas de réplique. Dernier sujet de discussion, c'est Maud Vergniol qui va tenter de vous convaincre. Maud Vergniol, la rédaction de l'Humanité, voir le gouvernement faire appel à des sociétés privées pour conseiller ou obtenir les rendez-vous de vaccins. Ça ne passe pas, mais le ministre de la Santé, lui, il assume, et il a assumé tout à l'heure devant la représentation nationale à l'Assemblée. On ne peut pas à la fois nous faire le procès de fonctionner qu'avec nos administrations et en même temps nous faire le procès de fonctionner avec des partenaires privés qui ont l'expertise française, européenne et mondiale d'une campagne logistique comme celle qui nous occupe aujourd'hui. Ce matin en audition, on me disait vous avez pris un opérateur privé pour prendre les rendez-vous sur Internet pour la vaccination. C'est un opérateur qui non seulement est français, mais qui gère toute cette logistique-là pour nos voisins allemands. Et on devrait s'en passer sous prétexte que ce sont des privés. Mais attendez, c'est une excellente nouvelle. Alors, stop au privé. À vous de nous convaincre, Maud Vergniol. Ouais, moi, je trouve que ce fiasco vaccinal, il révèle vraiment les ravages de la privatisation de l'action publique et il montre combien l'État s'est désarmé lui-même. Dernier exemple, effectivement en date, ce matin, on annonce le recours à des plateformes privées, notamment Doctolib, la plus connue, pour ne citer qu'elle, pour organiser l'inscription à la vaccination. On apprend également cette semaine que le gouvernement a eu recours à de nombreux cabinets de conseil, dont McKinsey Company, donc une multinationale du conseil, qu'on a payé 20 millions d'euros depuis le début de la pandémie, là, pour nous aider sur la doctrine vaccinale du gouvernement. Alors, tout ça, c'est pas une surprise, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'aboutissement de 30 années à ponctionner les budgets de la fonction publique, à l'affaiblir et donc à affaiblir l'administration et à sa capacité donc de réagir, notamment au niveau de la logistique, dans des moments comme aujourd'hui. Et donc effectivement, vous savez, c'est toujours un peu l'histoire de la poule ou l'œuf, quoi. On se dit, oui, mais enfin là, c'est exactement ce que vient de faire Véran, la poule ou l'œuf. Vous nous reprochez que l'administration n'est pas capable, donc on a recours à des cabinets privés, sauf que ce sont ces mêmes cabinets privés qui ont conseillé les politiques publiques pour leur dire d'avoir recours au privé, et comme ça nous offre un marché. Donc c'est quand même assez exagéré. Pourquoi c'est un problème ? Vous me direz, après tout, écoutez, si c'est efficace. Jamais une entreprise privée ne pourra assurer les missions de service public qui sont de garantir la continuité des services publics, l'égalité et l'intérêt général. Rafik Smati. Alors je suis évidemment stop au privé. Je suis évidemment pas d'accord avec ce que vous dites, mais je suis encore moins d'accord avec ce que fait le gouvernement. Vous allez comprendre pourquoi. Quand le privé fait mieux que ce qui est capable de produire l'action publique, le privé doit pouvoir prendre en charge. Faites mieux que Doctolib, c'est l'une de nos pépites que nous avons dans notre pays. Rapport de la Cour des comptes de 2018 sur l'usage des cabinets privés. Une société que le monde nous envie, ça fait partie de nos rares licornes, comme on appelle ça. Donc ne critiquez pas ce type d'entreprise et ce type d'entrepreneurs qui ont produit de grandes choses. Donc il y a en France des entreprises qui sont capables de faire mieux que l'État et dans plein de domaines. Le problème, lequel est-il ? Le problème, il est qu'à côté de ça, quand vous avez un appareil d'État glouton qui pompe 62% de la richesse nationale, quand vous avez des dizaines et des dizaines d'agences qui dépendent de l'État dans le domaine de la santé, quand nous consacrons plus de 200 ou 300 milliards d'euros par an à la santé, quand vous avez ce monstre, ce Léviathan, et qu'à côté de ça, parce que ce Léviathan n'est pas à la hauteur, parce que ce monstre technocratique a failli, que vous soyez obligé de faire appel au privé pour compenser les lacunes du monstre technocratique, ça me pose un problème. Je suis convaincu d'une chose, l'État doit se concentrer sur ses missions les plus fondamentales, les plus régaliennes, et confier toute l'expertise qui nécessite de l'intelligence et de l'agilité aux entreprises privées. C'est ce qui se passe dans tous les pays du monde et ça marche. Alors excusez-moi, mais il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. C'est bien de partir des faits et pas de fantasmes comme ça. Sur le recours au conseil privé, il y a un truc qui s'appelle la Cour des comptes, qui n'est pas connue pour son gauchisme quand même, qui a fait 2 rapports, dont un en 2018, que je vous invite à découvrir, qui fait un constat accablant du recours au cabinet de conseil, qui non seulement se servent des chiffres de l'administration publique,
mais en plus, du coup, désarme l'administration. Le rapport est accablant, donc je vous invite à le regarder. Je vous rappelle quand même, laissez-moi terminer, je vous rappelle quand même, donc c'est inefficace et c'est très onéreux. 20 millions d'euros depuis la pandémie, on aurait pu les mettre ailleurs, d'accord ? On verra ce qu'il en est, parce que M. Véran, effectivement, devra en répondre devant la représentation nationale. Deuxième chose, je suis désolée, monsieur, une entreprise privée, son but, je suis désolée, c'est en partie de faire des profits financiers. Une administration publique, un État, son but, c'est d'organiser l'intérêt général, la continuité des services publics, l'égalité des citoyens. Et vous considérez que nous sommes la 6e, parce que précisément, qui dysfonctionne en ce moment, parce que précisément, depuis 30 ans, de réformes de la fonction publique en RGPP initiée par Nicolas Sarkozy, on a organisé cette privatisation de l'État. Et ce que nous voyons en ce moment, notamment sur la vaccination, c'en est le résultat précis. Il ne s'agit pas de laisser dire, il ne s'agit pas de laisser dire. Les politiques publiques ont été menées. Maud Vergnol, stop à l'appel aux sociétés privées en ce qui concerne la stratégie de vaccination et même les rendez-vous pour se vacciner. Caroline Dehaas, oui ou non ? Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en France une administration qui existe partout sur le territoire, qui peut rendre un service public insuffisant sur plein de domaines parce que sous-doté, mais qui a un service public de qualité dans plein de domaines, d'accord ? Et c'est pas uniquement dans le domaine de la santé, ou dans le domaine de la santé, je vais prendre un exemple très précis, les PMI, les protections maternelles et infantiles. Le monde entier nous envie ce service public, qui est aujourd'hui sous-doté par rapport aux besoins. Donc pareil sur la protection de l'enfance, on a un service public sur l'ensemble du territoire, on en parlait il y a un instant, sous-doté. Bon, donc le recours au privé, alors qu'on a une administration qui est présente partout, et quand vous discutez avec des hauts fonctionnaires, c'est super intéressant de voir à quel point la Macronie à abîmer les compétences de notre administration. Il y a des hauts fonctionnaires qui sont spécialistes, qui sont des boss des chefs et des chefs de la gestion de crise, de la stratégie vaccinale, de la stratégie sanitaire. Eh bien, Macron ne va jamais les solliciter. Ils sont gratuits, je mets des guillemets, mais l'État peut les solliciter sur leur temps de travail. À côté de ça, ils vont mettre 20 millions. C'est 20 millions d'euros. Mais vous vous rendez compte, 20 millions d'euros, c'est la moitié du budget du ministère des droits des femmes pour 1 an. On a donné ça, je veux dire, c'est incroyable, la somme qu'on met, alors que 20 millions d'euros, vous imaginez le nombre d'emplois publics qu'on aurait pu créer pour aller déployer la stratégie vaccinale. C'est inefficace. On a l'impression que c'est pareil que pour le CICE, par exemple. Créer des emplois publics ? Oui, par exemple, pour le CICE, le CICE a permis de créer très peu d'emplois. Avec la même somme, on aurait pu créer des emplois par le pouvoir public. Le CICE a permis de réduire de 1 million le nombre de chômeurs. Non. Alain Duhamel, alors, stop au privé, dit Maud Vergnol. Alors, d'abord, je vous dis que jeudi matin à 8h, j'appellerai Doctolib pour m'inscrire et pouvoir me faire vacciner. Et sans l'ombre d'une hésitation. Vous auriez pu le faire sur une autre plateforme publique, monsieur Duhamel. En l'occurrence, il n'y en a pas. C'est bien bon, alors donc, je choisis ce qui existe. Et en plus, il paraît que ça fonctionne bien en ce qui concerne au moins les prises de rendez-vous. On verra. Moi, je ne souhaite que ça. Bon. Sur le fait qu'il y ait certaines activités qui ne sont réellement bien remplies que par les services de l'État, c'est une évidence. Je veux dire que quand vous avez un énorme orage autour de vous ou un phénomène climatique, évidemment, ce sont les services de l'État qui sont mobilisés et qui sont les seuls capables d'y répondre. Et ils le font. En train de démanteler, ils le répondent bien et en se donnant du mal. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire les fonctionnaires sont des gens qui sont inutiles, trop nombreux, etc. Ça n'est pas ce que je vous dis. En revanche, je pense que quand on est dans une situation comme celle que nous traversons, c'est-à-dire une épreuve d'un type sans précédent, il y a eu des épreuves pires dans l'histoire, mais une épreuve d'un type sans précédent, c'est à ce moment-là qu'on mesure les il faut utiliser les moyens dont on dispose. Y compris privé. Et si c'est le privé qui est utile à un moment donné, eh ben le privé. Et ça n'empêche pas de... Mais le problème, alors, c'est qu'ils n'utilisent pas le public suffisamment. Et le public, d'abord, le public en ce moment... là, vous êtes injuste vis-à-vis du public parce que le public, il est hyper mobilisé. Je dis pas qu'il est pas mobilisé, et que malgré les circonstances, la plupart des services publics fonctionnent bien. Pas la Poste, mais le reste fonctionne bien. Donc, il ne faut pas dire du mal des fonctionnaires dans des périodes de ce genre, et je suis désolé que vous ayez dit ça. Mais vous avez parfaitement raison. Pour le reste, mais bien sûr que j'ai parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison de préciser que le problème, ce ne sont pas les fonctionnaires. Maud Vergnol. Attendez, c'est Maud Vergnol, puisque c'est elle qui soutenait quand même cette affirmation. Sur les fonctionnaires, ce qui est très drôle, ce que je rajouterais, c'est qu'en plus, on nage en plein conflit d'intérêts permanent. Les membres de ces cabinets de conseil, qui sont-ils ? Ce sont des hauts fonctionnaires, souvent formés à l'ENA, qui sont passés du public
au privé pour une même mission sur un même thème, mais avec un 0 de plus à la fin du chèque pour remplir les mêmes missions. Ça a un nom, ça s'appelle le pantouflage. C'est devenu un fléau. Alors, et ça, effectivement, ça redouble sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais ça avait commencé sous François Hollande. Et donc, d'ailleurs, je rappelle qu'après la crise des Gilets jaunes, après, on s'étonne qu'il y ait de la défiance envers l'élite, comme on dit, et qu'il y ait du populisme. Mais enfin, quand on laisse sa haute fonction publique aller dans le privé pour des raisons de salaire, en fait, qu'on n'utilise pas ce gâchis de savoir-faire, après, il ne faut pas s'étonner du populisme ambiant et de la défiance. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui s'appelle le pantouflage. C'est un fléau. Il faut y remédier. Emmanuel Macron a dit qu'il le ferait. On attend toujours. Le pantouflage, c'est un droit. C'est un droit. Et en plus, comme vous le savez, surtout que vous aimez bien regarder les textes, c'est extrêmement réglementé. Alors, pas du tout, on en reparlera. Ce sera peut-être une autre affirmation. Stop au pantouflage, qui c'est un de ces soirs. Et on verra si vous arrivez à nous convaincre. Alors, stop au privé, à l'appel au privé, Rafik Smati, convaincu ou pas, non? Écoutez, demander plus de services publics dans le pays où on paye le plus d'impôts, la réponse est évidemment non. Alain Duhamel. Moi, je pense, je suis pragmatique. Je pense qu'il faut utiliser les moyens qui marchent à un moment donné. Et non. Oui. Oui, enfin oui, on fait appel au privé, ce que vous dites. Oui, il faut faire appel au privé quand il apporte quelque chose, et notamment quelque chose qui n'existe pas forcément dans le service public au même moment. Caroline Dehaas. Moi, je suis tout aussi pragmatique. Je pense qu'il faut utiliser les compétences là où elles sont et là où elles coûtent par ailleurs le moins cher, et c'est dans le public. Donc, c'est Caroline Dehaas ce soir qui est dans la ligne de Maud Vergnol. Si vous avez suivi nos débats, nos discussions sur le confinement, on a eu un bon moment. Rafik Smati, Caroline Dehaas. Je comprends que les Français, pour certains d'entre eux, ont un doute sur la pertinence d'un couvre-feu qui serait ramené à 18h. Je pense qu'il faut absolument éviter un troisième confinement et donc basculer le plus vite possible sur un couvre-feu à 18h. Parce que notre pays ne se remettrait pas d'un troisième confinement. Moi, je suis hyper impressionnée par les gens qui savent quoi dire là-dessus, parce que en fait, même les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, personne aujourd'hui n'a de données scientifiques précises pour dire qu'un confinement à 18h par rapport à un confinement à 20h, ça fait bouger les choses. Voilà, des échanges, vous en aurez tous les soirs, comme ça, dans Qui va vous convaincre, entre 20h et 21h, dans le cadre du 120% News. J'ai qu'une chose à vous dire, rendez-vous demain à 19h.